Bonjour, bienvenue à la première séance de notre nouveau séminaire. Je vous propose de parler aujourd'hui sur le thème de la réalité. Pourquoi ce sujet? Pour être honnête, il m'a été suggéré par Daniel Vidloché et Alain Braconnier qui ont organisé un séminaire entier sur le thème cette année. Et puis parce que je suis tombé sur une phrase qui m'a interpellé dans un livre que je vous recommande d'ailleurs, un livre qui est écrit par Lionel Nakache, un neuroscientifique de réputation internationale. Le titre du livre, c'est Le nouvel inconscient, Freud, Christophe Colomb des neurosciences, chez Odile Jacob. Donc il écrit la chose suivante, un peu piquante. Un psychanalyste qui croit au complexe d'Oedipe comme il croit à l'existence de l'oxygène est à mes yeux aussi affligeant et inutile qu'un professeur de littérature qui croit aux interprétations des textes qu'il enseigne à ses élèves de la même manière qu'il croit à la réalité de la salle de classe dans laquelle il se trouve. Je répète, un psychanalyste qui croit au complexe d'Oedipe, comme il croit à l'existence de l'oxygène, est aussi affligeant et inutile, etc. Alors, j'ai été un peu perplexe devant cette phrase et au bout du compte, moi je ne suis pas trop d'accord. Je trouve que le statut de réalité de l'oxygène n'est pas si différent que ça du statut de réalité du complexe d'Oedipe. Et donc je vous propose de réfléchir autour de tout ça pendant une petite heure. Donc nous allons partir à la recherche de l'oxygène et puis plus généralement de la nature atomique de la réalité, puisque vous savez que la matière est composée d'atomes. D'ailleurs, c'est assez curieux, c'est que alors que dans notre vie de tous les jours, ça n'est absolument pas évident, rien ne pourrait laisser penser que la matière est constituée d'atomes. Eh bien, si on demande à n'importe qui, du moins en Occident, est-ce que la matière est constituée d'atomes? Tout le monde répond oui, c'est vrai, c'est la réalité. Mais pourquoi dit-on que c'est vrai et pourquoi dit-on que c'est la réalité? Alors, à tout seigneur, tout honneur, il faut remonter au grec à ce sujet, puisque vous savez que Démocrite déjà avait écrit que la matière était constituée d'atomes. Alors sur quelle base les Grecs ont-ils considéré ça? On envisage en général deux types d'arguments. Les premiers sont issus de l'observation, alors ils sont critiquables, vous allez voir, mais bon, pourquoi pas. C'est que si vous prenez du sable dans votre main, si vous prenez de la terre que vous effritez, vous observez effectivement des petits grains qui tombent. Si vous êtes dans une pièce obscure, qu'il y a un rayon de lumière qui traverse, dans le rayon de lumière, vous pouvez voir des petites poussières, des grains de poussière. Donc effectivement, alors qu'une table c'est lisse, alors que l'eau coule de façon lisse aussi, quand on fait très attention, on se rend compte qu'il y a des petits grains. Enfin, bon, l'expérience a quand même des limites, parce que l'eau, on cherche les petits grains. Alors, il existe une deuxième série d'arguments qui sont assez fascinantes. C'est des arguments déontologiques. Ça repose sur un raisonnement assez abstrait, qui est le suivant. Imaginons que la matière, on puisse la décomposer en grains de plus en plus petits. À la fin, ces grains, ils ne seraient rien du tout, parce que s'ils étaient quelque chose, on pourrait encore les décomposer en petits grains encore plus petits. Et donc ça n'est pas possible, parce que si on pouvait décomposer la matière à l'infini en des grains qui seraient rien du tout, la matière serait rien du tout. Comme la matière est quelque chose, donc il y a des grains qui sont insécables. L'argument est assez élégant. On sent un peu le sophisme d'ailleurs quand même. Mais en tout cas, visiblement, c'était suffisant pour que des êtres humains à l'époque considèrent qu'il y ait suffisamment pour pouvoir faire l'hypothèse que la matière était constituée de petits grains. Les choses sérieuses, on peut néanmoins considérer qu'elles sont arrivées au XVIIIe siècle avec la chimie. D'une part, la chimie analytique, qui consiste à décomposer la matière en entités qui, elles, sont indécomposables. Et puis la chimie de synthèse, qui, elle, prend des composés essentiels pour retrouver les éléments auxquels on est confronté tous les jours. Alors, l'oxygène a été découvert par Lavoisier, avec une série d'expériences redoutablement astucieuses, puisque c'est vrai que si on vous demandait aujourd'hui comment prouver avec une expérience assez simple que l'air est constitué de gaz qui, eux, sont essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les décomposer en gaz plus élémentaires, eh bien, c'est pas complètement évident. Alors, vous allez voir comment a fait Lavoisier.
il a mis dans une cornue, il a mis du mercure. Et puis la cornue, le bout de la cornue, il l'a fait remonter dans une cloche qui était remplie d'air. Il a fait chauffer la cornue et il a obtenu, nous on sait qu'en chauffant du mercure, on obtient de l'oxyde de mercure, du moins au contact de l'air. Lui, naturellement, il ne le savait pas, mais ce qu'il a observé, c'est que l'air contenu dans la cloche, eh bien, il a diminué de volume. Il y a une partie de l'air qui est partie. Et il a mis une bougie dans la cloche et il a observé que la bougie ne brûle plus, elle s'éteint. Donc il a dit, voilà, il y avait de l'air dans la cloche, j'ai fait brûler le mercure, il y a quelque chose qui a disparu de l'air, et donc maintenant, qu'est-ce qui reste dans la cloche? Quelque chose qui ressemble à de l'air, mais qui ne fait plus brûler la flamme d'une bougie, et il a appelé ça de l'air vicié et méphitique. Voilà, il n'a pas appelé ça de l'azote, parce que naturellement, il n'y a aucune raison d'appeler ça de l'azote. Il a trouvé un nom, dans son langage à lui, un mot de tous les jours qui traduit la nature de ce qu'il pense être à l'intérieur de la cloche. Et si j'insiste là-dessus, c'est qu'on va voir que le processus de dénomination de l'objet oxygène a nécessité plusieurs années après cette expérience. C'est Lavoisier qui a inventé, il semblerait, le mot oxygène, mais il a fallu au moins 10 ans avant d'arriver au processus de symbolisation, de dénomination de l'entité oxygène. Au début, il y a eu l'air vicié là-dedans, et puis il y a la suite de l'expérience, c'est qu'on chauffe l'oxyde de mercure. Et en chauffant l'oxyde de mercure, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que le volume d'air dans la cloche revient à ce qu'il était tout à fait au départ. Alors là, comment interpréter le résultat? Et puis, maintenant, si on met la bougie dans la cloche, eh bien la bougie, elle continue à brûler. Ici, elle ne brûle pas, là, elle brûle. Conclusion, en faisant brûler l'oxyde d'azote, l'oxyde de mercure, j'ai introduit dans l'air vicié un air qui, lui, fait brûler la bougie. Et il appelait cet air l'air vital. Voilà. Et donc, il a montré, comme ça, que l'air était composé de 80% d'un air vicié et méphitique et de 20% d'un air vital. Et puis, naturellement, si on prend, ça c'est pas l'expérience de Lavoisier, mais si vous prenez de l'air vicié et méphitique, eh bien vous pouvez faire toutes les expériences que vous pouvez de la sorte, vous n'arriverez jamais à le décomposer. On a là une première étape vers le chemin de l'atome. On a de l'air qui est un composé, je fais des expériences et j'arrive à montrer qu'on peut trouver un composé de l'air qui est, j'appelle vicié 1, que j'appelle vital, et ces composés, quand j'essaie de les travailler pour les redécomposer, je n'y arrive pas. Donc ce sont des composés élémentaires, quelque part. Alors, voyons maintenant la chimie de synthèse avec Dalton. Dalton, il va partir d'une expérience où il prend 4 mesures d'oxyde d'azote, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'appelle, lui il l'appelait pas comme ça, 4 composés de monoxyde d'azote, 4 mesures et une mesure d'oxygène. Si vous les mettez en contact, si vous attendez, vous obtenez 2 mesures d'un gaz que nous on appelle trioxyde d'azote. 4 plus 1, ça fait 2. Bon, pourquoi pas? Alors c'est déjà une curiosité, que quand vous associez en nombre entier des volumes, des quantités de gaz, vous obtenez aussi un nombre entier d'un volume d'un autre gaz. C'est déjà une curiosité. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que si vous prenez un tout petit peu plus d'une mesure d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Quand, dans la vie courante, quand vous prenez de la farine, de l'eau et puis du sucre, vous mélangez, ça fait une pâte. Si vous mettez un petit peu plus de sucre, ça va refaire de la pâte un peu plus sucrée. Et là, c'est pas ça qu'on observe. Si on prend 4 mesures de monoxyde d'azote, plus un peu plus d'une mesure d'oxygène, on observe quoi? On observe toujours les 2 mesures que nous on appelle trioxyde d'azote, plus un petit reste. En prenant un peu plus de 1 ici, on n'obtient pas un peu plus de 2 ici, on obtient toujours 2 plus un petit reste. Et ça c'est une curiosité. Et puis autre phénomène, si maintenant vous prenez 4 mesures de monoxyde d'azote plus 2 mesures d'oxygène, vous obtenez 4 mesures d'un nouveau gaz que nous on appelle dioxyde d'azote. Donc au total, 4 plus 1, ça fait 4. 4 plus 1 peu plus d'1, ça fait toujours 4. Non, 4 plus 1, ça fait 2.
4 plus un peu plus d'un, ça fait 2, et 4 plus 2, ça fait 4. Comment se représenter, comment essayer de trouver un système qui puisse expliquer les résultats de cette expérience? Eh bien, en y réfléchissant, Dalton, il a dit, ben voilà, ce qui est compatible, c'est avec l'expérience, c'est qu'en fait, ce gaz-là est un mélange de quelque chose et d'une autre chose que nous on appelle azote et oxygène. Et lui, c'était, il y avait 2 oxygènes, et puis là, ça fait 3 oxygènes et 2 azotes. Alors que là, on va avoir toujours azote, oxygène, 2 oxygènes, mais là, on va avoir un azote et 2 oxygènes. En considérant que la matière est constituée de petites briques élémentaires, eh bien, on peut retrouver très précisément les résultats des expériences. Alors, on ne peut pas dire encore qu'on a prouvé, on ne peut pas dire qu'on a la preuve là que la matière est constituée d'atomes. Mais vous voyez, on a une deuxième marche, après la première marche de Lavoisier qui dit on a l'air, on peut le couper en morceaux, et les morceaux après, on ne peut pas les couper en morceaux. Dalton, il dit j'ai des composés que je peux ajouter, quand je les ajoute en fractions entières, j'obtiens d'autres fractions entières, et puis ça obéit vraiment à une logique très arithmétique. Donc c'est que vraisemblablement, quelque part derrière, il y a des petites briques élémentaires. Alors, voilà 2 arguments. Il y en a encore d'autres. L'argument suivant, il vient de la thermodynamique. Vous observez que, en faisant varier la température d'une enceinte de gaz, que la pression fois le volume est proportionnelle à la température. Comment l'expliquer? Eh bien, si vous considérez que le gaz est composé de petites billes qui ricochent les unes sur les autres, et que plus le gaz est chaud, plus elles vont vite, et que la pression, c'est la force exercée par les petites billes quand elles ricochent sur la paroi de l'enceinte, eh bien, quand vous faites les calculs qui associent la vitesse des petites billes avec la pression, et donc la vitesse étant reliée à la température, pour un volume d'enceinte donné, vous retrouvez que la pression fois le volume est proportionnelle à la température. Encore un argument. Quatrième argument, quand vous prenez des cristaux, les cristaux ont une forme géométrique très pure. Là, par exemple, c'est des cristaux qui ont une forme hexagonale. Vous voyez que le gros cristaux a une forme hexagonale et les petits cristaux ont aussi des formes hexagonales. Quand vous prenez le gros cristaux, que vous l'écrasez avec un marteau, vous obtenez quoi? Vous obtenez des éclats, mais des éclats qui ont eux aussi quelque part une forme hexagonale. Et que vous recrasez les petits cristaux, vous obtenez des tout petits cristaux qui ont eux aussi une forme hexagonale. Comment on explique ça? Eh bien, on peut expliquer ça en disant que les éléments, que la matière est constituée de toutes petites briques hexagonales insécables, et qu'en les empilant, on obtient plus ou moins de gros hexagones. Ça fait la 4e marche, et il y en a une 5e. Et la physique et la science en général fonctionnent exactement comme ça. On ne prouve jamais rien, ça n'est jamais vrai ou faux. On n'a pas de démonstration comme en mathématiques. On a des successions d'expériences qui tendent à aboutir à faire que l'hypothèse que la matière est constituée d'atomes est une hypothèse contre laquelle on peut difficilement aller. Alors quelle a été la dernière série d'expériences? Eh bien c'est les mouvements browniens des petites particules que l'on observe sur des gouttes d'eau. Vous prenez une goutte d'eau, vous la mettez sur une lame, sous un microscope. Le microscope, il est sur une table parfaitement stable. Vous mettez de toutes petites impuretés sur la goutte d'eau. Et qu'est-ce que vous observez au microscope? Eh bien, les impuretés, elles marchent au hasard, un peu comme un moustique, il vole dans une pièce. Et pourquoi? Alors qu'il n'y a absolument aucune vibration. Alors, une hypothèse, c'est de dire que l'eau aussi, elle est constituée de petites billes qui bougent dans tous les sens, et que chaque petit coup de la molécule d'eau, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle tape sur une particule, elle tape sur les impuretés, elles les font bouger dans un sens ou dans l'autre, et au total, nous, on voit que l'impureté, et on la voit qui marche au hasard. Alors Einstein avait fait des calculs pour essayer de prédire l'équation de l'impureté, et puis Jean Perrin, un Français, a montré que les calculs d'Einstein étaient compatibles avec les résultats de ses expériences, et là ça faisait beaucoup. Ça faisait 5 séries d'expériences, assez différentes les unes des autres, qui toutes arrivent à la conclusion que si on veut avoir une représentation de la réalité, issue de réalité, c'est-à-dire des observations issues des expériences, eh bien il faut considérer que la matière est constituée de petits éléments qui évoluent plus ou moins dépendamment les uns des autres.
Voilà. Alors, naturellement, rien n'est simple. Tout allait bien jusqu'à ce que des expériences battent en brèche la nature atomique de la matière. Alors, l'expérience emblématique qui a battu en brèche la nature atomique de la matière, c'est l'expérience dite des fentes de Young. Vous prenez un petit canon à particules, voilà, par exemple un canon qui envoie des neutrons, un neutron les uns après les autres, et le canon envoie ce neutron sur un écran, un premier écran, qui est traversé de deux fentes. Vous ne devez pas les voir tellement qu'elles sont rapprochées les unes des autres, mais là on voit une fente, en fait ce sont deux fentes très très proches les unes des autres. Très très proches l'une de l'autre. Et puis, derrière ce premier écran, il y a un deuxième écran sur lequel le neutron va taper, et cet écran est un détecteur à particules. Vous pouvez savoir où le neutron a tapé. Alors, qu'est-ce que vous allez observer? Eh bien, le plus souvent, les neutrons vont taper sur le premier écran, donc vous n'allez rien observer ici. Et puis, parfois, le neutron va arriver au niveau des deux fentes. Alors, s'il tombe pile dans la fente, il va partir en ligne droite. Et puis, s'il arrive près du bord, s'il ricoche contre le bord de la fente, il va être un peu dévié. Et vous allez observer comme ça, à gauche et à droite, sur le deuxième écran, des impacts de neutrons. Et plus vous vous écartez de la fente, dans l'alignement du canon de neutrons, moins vous allez observer de neutrons, parce que plus les neutrons seront issus de neutrons qui auront beaucoup ricoché quand ils auront tapé contre les fentes. Alors on peut faire cette expérience. Elle a été réalisée et qu'est-ce qu'on observe? On observe des petits impacts, de plus en plus d'impacts, tout ça est conforme avec la représentation que l'on se faisait de l'expérience, et puis, si on attend très longtemps, on observe des bandes d'impact. C'est-à-dire que la probabilité que le neutron arrive à un endroit sur l'écran n'est pas complètement homogène. Normalement, on aurait dû avoir un maximum de probabilité que le neutron soit juste en face, juste dans l'alignement du canon et des fentes. Et puis plus on s'écarte de cet endroit, moins on a de neutrons. Et ça n'est pas ça qu'on observe. On observe des bandes d'alternance où il y a beaucoup de neutrons et d'autres où il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et ça c'est ce qu'on appelle l'effraction de la réalité, c'est que vous avez une représentation de la réalité. Le neutron, c'est une petite bille. Il y a un écran avec deux fentes. Le neutron va taper sur le premier écran, ou alors il va passer par la fente et puis il risque d'être ricoché. Et derrière sur l'écran, vous devez observer une répartition homogène progressivement décroissante. Et quand vous faites l'expérience, ça n'est pas ça que vous obtenez. Et donc vous devez remettre en question votre représentation de la réalité. Mais alors, quelle hypothèse alternative peut-on proposer? Alors la première chose qui vient à l'esprit, c'est les ondes. C'est-à-dire, c'est vrai que si vous faites des ronds dans l'eau ici, vous avez des ronds dans l'eau, quand ils arrivent ici, ils se diffractent au niveau des deux fentes, et donc vous obtenez de nouveaux ronds qui sont synchrones, et ces nouveaux ronds vont interférer, et au niveau du deuxième écran, vous allez obtenir effectivement des bandes d'amplitude plus ou moins élevées d'eau. Donc si on considérait que le neutron était une onde, alors on observerait effectivement au niveau du deuxième écran un maximum une alternance de maximum et de minimum de présence de neutrons. Et le problème, c'est que quand on fait l'expérience, certes on observe des bandes, mais on observe des bandes qui sont constituées de petits points. C'est-à-dire qu'on a bien que le neutron est une petite boule, c'est pas une onde. Donc ça a laissé les physiciens perplexes pendant des années. On a bien proposé que la matière était, on a dit, dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire c'était à la fois des petites boules et des ondes. Mais ça c'est quand même une abstraction, parce que si c'est une boule, c'est pas une onde, et si c'est une onde, ça n'est pas une boule. Alors, comment a-t-on pu se dépatouiller de cette histoire? En adoptant une vision complètement abstraite de ce que est la réalité. Alors on dit voilà, le neutron, donc il est émis ici à partir du canon de neutrons, et en fait oublions que le neutron soit une petite boule,
Le neutron, c'est juste une possibilité de neutron. Voilà, c'est qu'au moment où vous avez lâché le neutron dans la pièce, vous observez quoi? Vous observez une... Enfin, vous n'observez rien. Vous ne savez... vous n'avez pas... Tant que vous n'avez pas fait d'expérience, vous n'observez rien. Au moment où vous lâchez le neutron dans la pièce, vous dites juste, il existe quelque chose que j'appelle possibilité de neutron, qui est une espèce de nuage, et si je fais l'expérience, alors le maximum de probabilité que je trouve le neutron dans la pièce, c'est en ligne droite avec le canon de neutrons, et puis à un emplacement qui correspond au temps que j'ai mis pour faire l'expérience et à la vitesse à laquelle est parti le neutron. Mais ça n'est pas complètement sûr, c'est-à-dire effectivement il y a un maximum de probabilité que le neutron soit là, mais il peut être un peu à gauche et il peut être un peu à droite. C'est comme si le neutron était dilué dans l'espace. D'ailleurs, il faut oublier le fait que ça soit une particule, il faut oublier le fait qu'il y ait une réalité. Vous dites juste, à un moment donné, certes, j'ai envoyé à partir d'un canon ce que moi j'appelle un neutron, mais avant de faire l'expérience, je ne sais pas ce que c'est, je dis juste, il existe une possibilité de neutron quelque part, et si je fais l'expérience pour savoir où il est, alors le neutron va exister et je vais le trouver vraisemblablement là, mais je peux le trouver aussi un peu ailleurs. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, cette possibilité de neutron, elle, en fait, elle est une onde. Et cette possibilité de neutron, eh bien, quand elle arrive au niveau des fentes, comme elle est une onde répartie dans la pièce, elle interfère avec elle-même. Elle interfère avec elle-même, et à l'issue de ces interférences, on observe des maximums et des minimums de densité, de probabilité du neutron, qui font qu'après, au niveau du second écran, quand j'essaie de détecter où est le neutron, là je fais l'expérience pour savoir où il est, et là le neutron prend corps, il devient réel, et j'observe des bandes qui alternent avec des maximums et des minimums de densité de protons. Alors ça aussi c'est terriblement abstrait, mais l'avantage c'est que c'est conforme avec la réalité expérimentale. Alors comment les physiciens ont-ils fait pour décrire ce qu'est la réalité à ce moment-là? Puisque la réalité du neutron, c'est ce que c'est au moment où il tape sur le deuxième écran. Là, c'est une petite boule dont on a fait, on peut mesurer la position. Avant de faire l'expérience, on a juste une possibilité de neutron qui est diluée dans la pièce et qui interfère avec elle-même. Alors, comment on décrit la réalité? Alors là, il faut s'accrocher, mais c'est comme ça que les physiciens font. La réalité, c'est quoi? Un objet, c'est un élément d'un espace de Hilbert, par exemple une fonction psi de l'espace-temps dans l'ensemble des nombres complexes, tel que le module au carré de cette fonction est égal à la densité de probabilité autant t que la particule soit aux coordonnées x, y, z. Mais ça n'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Une mesure, c'est la valeur propre de l'opérateur A défini sur cet espace de Hilbert. Alors, vous avez un opérateur mesure de position, vous avez un opérateur mesure d'impulsion, etc., etc. La probabilité d'obtenir chaque mesure possible de la caractéristique A à partir de l'objet psi sont égales au coefficient de décomposition de psi sur les vecteurs propres de A. Et puis, si la mesure de la caractéristique A donne la valeur petit a, alors une mesure de la même caractéristique réalisée immédiatement après donnera la même valeur. C'est complètement abstrait. C'est même incompréhensible, à tel point que le physicien Richard Feynman, qui a été prix Nobel de physique, a dit, si quelqu'un vous dit qu'il a compris la mécanique quantique, c'est un menteur. Et ça, c'est complètement vrai. La mécanique quantique, c'est incompréhensible. On ne peut pas en avoir d'intuition. Alors pourquoi on s'en sert? Parce que c'est remarquablement en accord avec les résultats expérimentaux. Il y a des expériences que vous faites en mécanique quantique. Vous pouvez faire des calculs en prédisant ce qui va se passer avec 6 chiffres après la virgule, et quand vous faites l'expérience avec des précisions extrêmes, vous retrouvez les 6 chiffres après la virgule qui ont été prédits par les modèles. Alors je ne sais pas si nous en recherche en médecine en général, on n'a jamais un tel niveau de précision, mais quand vous faites une expérience que votre modèle y prédit quelque chose et que vous retrouvez avec 6 chiffres après la virgule la même chose, c'est vrai que ça interpelle au niveau de la réalité. Le problème, c'est que, on ne peut avoir aucune intuition de ce qu'est la mécanique quantique. Et ça, on va revenir là-dessus parce que naturellement, à propos de ce qu'est la réalité, ça pose sujet. Alors,
venons-en à ça. Alors, comment interpréter les résultats de la mécanique quantique? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'abord, on a vu qu'il y avait une fonction d'onde avec une possibilité de neutron, mais qu'au moment où on fait l'expérience, alors le neutron existe. Donc, en fait, le neutron ne devient réel qu'au moment où on fait une expérience. Alors ça veut dire quoi? Comment ont interprété les physiciens? Eh bien, pour être honnête, on ne sait toujours pas comment expliciter plus précisément ce phénomène. Certains, on appelle ça la réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire que vous avez une particule, en fait, n'est pas une petite boule. Quand une particule est toute seule dans la nature, dans le vide d'une pièce, elle est une possibilité de particule, c'est une onde. Et au moment où vous faites l'expérience pour savoir où elle se recroqueville sur elle-même, on dit qu'il y a une réduction du paquet d'ondes, et la particule, elle est bien, vous la retrouvez à ce moment-là comme une petite boule. Et si vous faites, donc vous connaissez sa position, et si vous essayez un millième de seconde après, ou une nanoseconde après, de refaire l'expérience où est sa position, vous allez retrouver une position toute proche. Donc on a bien quelque chose de consistant avec notre expérience quotidienne de la mesure d'une position et de la vitesse d'une particule. Alors qu'est-ce qui fait comme ça qu'il y a une réduction du paquet d'ondes? On ne sait pas. Alors il y a la piste la plus en vogue, on appelle ça la décohérence, qui viendrait du fait que quand les particules interagissent beaucoup les unes avec les autres, eh bien le paquet d'ondes se réduit. Et c'est ce qui ferait que dans notre réalité à nous, dans notre nature, eh bien, il y a beaucoup de particules. Hein, la matière solide est composée d'atomes qui sont très serrés les uns et les autres, mais même les gaz sur la Terre sont composés de beaucoup d'atomes qui ricochent les uns sur les autres, et donc en permanence, donc il n'y a pas le temps pour que les atomes se dissolvent dans le vide. En permanence, il y a une réduction du paquet d'ondes, et c'est pour ça que notre réalité macroscopique n'apparaîtrait jamais sous forme probabiliste, comme le propose la mécanique quantique. Mais ça, c'est une hypothèse. Il y a eu d'autres hypothèses. Il y a même eu une hypothèse un peu farfelue, mais par des gens extrêmement réputés, qui disaient que c'était le psychisme de l'expérimentateur qui faisait que la particule existait. Ça, c'est quelque chose d'admirable chez les physiciens, c'est que tout est permis. On peut faire n'importe quelle hypothèse. Personne ne les considérera saugrenues, puisque l'objectif au bout du compte, c'est de faire des expériences pour vérifier si ces expériences arrivent à des résultats compatibles avec vos hypothèses. Et vous pouvez faire des hypothèses très saugrenues, parce que l'expérience a montré, l'histoire a montré, que des expériences très saugrenues pouvaient conduire à des résultats novateurs et parfaitement conformes avec ce qu'allait devenir la réalité après. Donc, pourquoi la réduction du paquet d'ondes? À vrai dire, on ne sait pas beaucoup. Alors après, la nature indéterministe de la réalité, ça c'est une vraie question. Puisque avant de faire l'expérience, on ne peut pas dire qu'il y a une réalité déterminée. Puisqu'il n'y a qu'une possibilité probabiliste d'existence de la réalité. Alors ça interpelle beaucoup d'épistémologues, parce que normalement, s'il y a une réalité indépendante de nous, la réalité existe, elle existe vraiment avant qu'on fasse l'expérience. Alors que là, tel que l'on décrit les modèles, la réalité ne devient vraiment déterminée qu'au moment de faire l'expérience. Donc, la réalité n'est pas indépendante de l'expérimentateur. Si j'avais fait, il se pourrait qu'en ayant fait l'expérience un tout petit peu différemment, j'aurais trouvé un autre résultat. Et même en faisant exactement la même expérience, j'aurais pu trouver un autre résultat, puisque la nature de la particule est probabiliste. Et ça a choqué beaucoup de physiciens, dont Einstein. Alors Einstein, de façon très astucieuse, a essayé de lever ce paradoxe en disant la chose suivante. En fait, ces modèles présentent la réalité sous forme probabiliste, mais la réalité, elle, n'est pas probabiliste. C'est que vous, les outils qui vous permettent de décrire la réalité sont insuffisants. Notamment, il y a des variables cachées. C'est-à-dire que votre façon de décrire la réalité est insuffisante. Vous manquez de descripteurs, et c'est pour ça que quand vous l'observez, cette réalité, vous dites qu'elle est probabiliste. Mais si vous aviez à votre disposition d'autres caractéristiques de la particule, alors vous verriez que tout est bien déterminé.
ce qui est absolument fabuleux, c'est que des physiciens ont pris cette hypothèse comme point de départ et ont montré que si elle était vraie, alors il existerait des inégalités entre certaines caractéristiques que l'on connaît des particules. C'est les fameuses inégalités de Bell. Et il est même possible de mettre en œuvre des expériences permettant de montrer si ces inégalités sont vraies ou ne sont pas vraies. Et en 1982, à Orsay, un Français, Alain Aspect, a fait ces expériences et a violé ces inégalités de Bell et a montré donc que l'hypothèse d'Einstein ne pouvait pas simplement être retenue. Donc, l'hypothèse n'est pas définitivement écartée, mais elle impliquerait à ce moment-là une description de la réalité selon un modèle qui est complètement contre-intuitif. Donc en première approximation aujourd'hui, on considère, il y a un consensus chez les physiciens, pour considérer que l'hypothèse des variables cachées d'Einstein a été réfutée et que donc la nature probabiliste de la réalité est une nature essentielle, c'est-à-dire que la réalité est vraiment probabiliste et donc il n'existe pas de réalité figée indépendante de l'observateur, indépendante du sujet, ce qui est un résultat philosophique de toute première importance. Alors comment on interprète ça? Alors il y a une première interprétation de la mécanique quantique, dite l'interprétation classique de Copenhague, qui est ultra positiviste et qui est résumée par la position de Stephen Hawking, qui est ce physicien qui a une maladie neurologique très sévère. Il dit la chose suivante: je ne demande pas qu'une théorie corresponde à la réalité, car je ne sais pas ce que c'est que la réalité. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut tester avec du papier de pH. Tout ce qui m'importe est que la théorie prévoit correctement le résultat d'une expérience. Donc en fait, on tape en touche. La question de la réalité devient de la métaphysique. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des perceptions, et certaines de ces perceptions sont sophistiquées parce qu'elles sont issues d'instruments de mesure, et que j'ai construit un système symbolique qui permet d'intégrer toutes ces perceptions, ces mesures, dans un tout cohérent, et ça marche. C'est-à-dire ça me permet d'avancer dans la vie et d'être de plus en plus efficace, point barre. Et il y a une autre interprétation qu'on appelle l'interprétation réaliste, qui est vraiment très simple, qui est de dire la réalité est comme ça. Bon, alors c'est un point de vue rassurant, c'est que j'ai des perceptions, j'ai les mesures, et je dis, par définition, la réalité c'est comme les mesures. Bien entendu, on peut être un peu... Bon, c'est un postulat, il vaut ce qu'il vaut comme tous les postulats. Donc à ce stade, on se rend compte que la nature de la réalité et sa description par les physiciens, c'est quelque chose qui est beaucoup moins simple que ce qu'on imaginait. Alors, quelles sont les premières conclusions que l'on peut faire? Il y a un physicien français qui s'appelle Pierre Duhem et qui a bien résumé la situation. Il disait qu'il y avait une lutte continuelle entre la nature qui ne se lasse pas de fournir et la raison qui ne veut pas se lasser de concevoir. C'est-à-dire, d'un côté, nous vivons, nous avons des perceptions, ça c'est la nature qui ne se lasse pas de fournir. Nous, on essaie d'organiser ces perceptions dans un tout cohérent. Pourquoi on essaie de les organiser? Eh bien parce qu'on est plus efficace. C'est que la nature, la réalité, c'est dangereux. La réalité, c'est se faire avoir un accident de la route, et autrefois c'était se faire croquer par un lion. Et donc, il faut essayer de prévoir tout ça. La meilleure façon de prévoir, c'est de modéliser, c'est de représenter de façon synthétique nos représentations. Et ça, c'est ce que Pierre Duhem entendait par ne pas se lasser de concevoir. En permanence, nous essayons de donner corps aux perceptions qui nous submergent en permanence. Voilà. Alors, en quoi ont consisté ces représentations économiques de la réalité? Eh bien, on a vu qu'au début, Lavoisier, il a utilisé l'air vicié et l'air vital. C'est-à-dire qu'au début, les représentations des physiciens sont comme Monsieur Tout-le-Monde. On met des mots sur des phénomènes. Comme ça permet de les étiqueter et d'aller plus loin. Et puis voilà, ça fonctionne. Et puis, en psychiatrie, en biologie, en recherche médicale, c'est comme ça qu'on fait. Mais les physiciens ont fait un pas, alors on pourrait dire un pas en avant, alors peut-être que c'est pas un pas en avant, peut-être que c'est spécifique à leur discipline, ils ont mathématisé leur discipline. Et bon, Galilée, Newton ont été des grands apôtres de la mathématisation, donc c'est la fameuse histoire que la nature s'écrit en langage mathématique.
Et il faut bien être honnête, ça a été redoutablement efficace. On l'a vu tout à l'heure, même en mécanique quantique, c'est devenu, alors c'est le sommet de la mathématisation, puisqu'en fait en mécanique quantique, il n'y a que la mathématisation de la réalité, puisqu'on ne peut pas en avoir d'intuition. On ne peut avoir d'intuition dans mécanique quantique on ne peut avoir d'intuition que du formalisme mathématique qui est censé décrire la réalité. On ne peut pas avoir d'intuition de la réalité elle-même. Et Richard Feynman avait une autre phrase, une autre boutade à propos de la mécanique quantique. Il disait la mécanique quantique, c'est tais-toi et calcule. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de se faire des représentations. Pour arriver à se représenter la mécanique quantique, il faut calculer. Et c'est des calculs que vous pourrez vous faire des représentations. C'est là qu'on voit on peut appeler ça un poids hypertrophié du symbolique en physique contemporaine, qui est issu des mathématiques, qui est un système symbolique comme tous les langages. Donc en physique aujourd'hui, on a peut-être une réalité dont on va voir que son statut est un peu bizarre, mais en tout cas on a un système symbolique hyper efficace à tel point qu'on peut arriver à 6 chiffres après la virgule. Et qu'à la limite, l'intuition que l'on a de la réalité, eh bien l'intuition naît du symbolique, naît du système mathématique. Alors une question que beaucoup se posent, c'est pourquoi les mathématiques sont-ils aussi efficaces pour décrire la réalité? Est-ce que du coup la réalité ne serait pas mathématisée? Donc ça c'est une question brûlante aujourd'hui, avec des livres qui sont écrits sur le sujet, des livres avec des pistes très intéressantes. 2 livres que je vais vous citer. Le premier écrit par Stephen Wolfram, qui est un mathématicien. Le titre du livre, c'est A New Kind of Science. C'est des livres en anglais non traduits. Je ne vous conseille pas de les lire parce qu'ils sont très gros et un peu rébarbatifs et le retour sur investissement est quand même assez limité. Le deuxième, c'est d'un physicien, Robert Laughlin, prix Nobel de physique, A Different Universe, Reinventing Physics from the Bottom Down. Alors les deux vont dans le même sens. L'idée est de dire qu'en fait, c'est pas parce que la mathématique permet de décrire la réalité, du moins permet de décrire les observations que nous faisons à partir de la réalité avec une précision quasi diabolique, que la réalité obéit nécessairement à des lois qui sont intelligibles par l'être humain, etc., etc., et que donc la réalité serait mathématisée, etc. En fait, ils disent il suffirait que la nature, la réalité, soit composée de plein de tout petits éléments, peut-être bien plus petits que les quarks, que toutes ces particules que les physiciens des particules découvrent en permanence. Il suffirait que la matière soit constituée de toutes petites choses qui interagissent les unes avec les autres de façon relativement indépendante pour que l'on observe macroscopiquement des lois émergentes qui obéiraient à un formalisme mathématique. C'est, si vous voulez, pour dire ça en termes un peu plus intuitifs, la structure des arbres, des feuilles, de la neige qui tombe, on observe des reliefs géométriques qui sont assez comparables, d'ailleurs qui ressemblent à des fractales, assez comparables entre des objets dont la nature intrinsèque est totalement différente. Entre un cristal de neige et puis les arborescences d'une plante, par exemple, la logique qu'il y a derrière n'est pas du tout la même. Et pourtant, on a des formes qui sont macroscopiquement assez semblables. Pourquoi? Parce que ce sont des propriétés géométriques émergentes d'interaction entre des éléments qui conduisent au fait qu'on observe des lois géométriques qui sont les mêmes. Et donc la mathématisation, le fait que les mathématiques soient extraordinairement efficaces pour décrire la réalité pourrait venir de ça, pourrait venir d'une nature intrinsèque de la réalité qui ferait qu'il y ait nécessairement des propriétés. Et en fait, peu importe quelles sont les lois microscopiques, pour que les lois macroscopiques aient plus ou moins toujours la même forme. Et d'ailleurs, Robert Laughlin et de ses collègues disent que c'est complètement anti-réductionniste comme point de vue. Ça ne sert à rien de savoir quelle est la nature microscopique de la réalité pour pouvoir décrire le macroscopique. Or, il faut être honnête, nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est plutôt le macroscopique. Et il dit, pourquoi alors on fait tellement de réductionnisme? Pourquoi
on va tellement à la pêche du microscopique pour des raisons sociologiques et d'enjeux de pouvoir. C'est que beaucoup ont vendu comprenons le microscopique pour comprendre le macroscopique, parce que comme ça on va mettre de l'argent dans les recherches du microscopique. Alors, que penser maintenant de la réalité en physique? Alors, premier point, la plupart des physiciens d'envergure, je dirais même la quasi-totalité, considèrent que, un, il n'y a pas de réalité indépendante en physique, que deux, on ne sait pas trop ce que c'est que la réalité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a un formalisme mathématique qui permet de se représenter les résultats des expériences avec une précision absolument diabolique. C'est comme si on déployait sur nos observations une espèce de réseau maillé avec un maillage extrêmement régulier et extrêmement fin. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de dire que c'est la réalité. Alors pourquoi on dirait que c'est la réalité? Eh bien parce que la réalité fait peur. Comme je le disais tout à l'heure, la réalité c'est la vie. Et c'est avoir un accident de la route, c'est se faire manger par un lion, c'est que tout n'est pas prévu, qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues et que ces choses peuvent être agréables, mais que ces choses souvent sont désagréables. Et donc, parfois, il y a une espèce de saut en disant on a une façon tellement fine de représenter la réalité que c'est la réalité. Parce que comme ça, eh bien, si nos représentations c'était vraiment la réalité, alors la vie va être beaucoup plus sécure. Donc en fait, ça serait une attitude défensive. On fait une espèce de saut sémantique en disant que la science décrit la réalité, la science capture la réalité plus que le reste. En fait, la science, notamment la physique, permet d'accéder à un maillage de représentation hyper efficace qui fait que, par raccourci, on dit que c'est la réalité. Mais ce que nous montre la physique par la même occasion, c'est que quand on resserre les mailles de ce réseau, quand il devient très petit, eh bien la réalité s'échappe à l'intérieur. S'échappe par les mailles du réseau. Pourquoi? On a vu que la réalité était probabiliste. On a vu que quand on arrivait dans le microscopique, on ne pouvait plus dire qu'il y avait une réalité indépendante, il y a juste une possibilité de réalité, et donc on ne peut plus la capturer. C'est comme si les mailles du filet que l'on déploie sur la réalité devenaient floues, un peu immatérielles au fur et à mesure que le maillage devient de plus en plus petit. Alors, revenons maintenant au domaine de la subjectivité et de la psychopathologie, et revenons aux phrases que Lionel Lacache a écrites dans son bouquin. Alors, j'en prends une autre qui m'a interpellé. Donc, il écrit la chose suivante: « Au diable la réalité objective, aux yeux de Freud, ce qui est déterminant et ce qui fait sens pour le sujet, et seulement pour cela. Au diable la réalité objective, aux yeux de Freud, ce qui est déterminant et ce qui fait sens pour le sujet, et seulement cela. » Et alors, ce que je trouve drôle, c'est que de mon point de vue, ça pose aucun problème. Ce qui est déterminant, c'est ce qui fait sens. On a vu quel était l'objectif de tout ce qu'ont fait les physiciens pour décrire la réalité, de Lavoisier aux physiciens des particules. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver des schémas conceptuels qui font que les résultats de l'expérience font sens. Ça veut dire quoi faire sens? Quand je dis tiens, ça fait sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça fait pas sens, quand quelque chose m'interpelle et que je ne comprends pas ce que c'est, ça fait pas sens, c'est quelque chose qui est là, autonome, et au moment où je dis ça fait sens, je l'intègre dans mon réseau sémantique. Mon réseau sémantique, c'est les observations que je fais depuis que je suis né sont intégrées dans mon cerveau en un réseau sémantique qui fait que je peux toutes les associer les unes aux autres. Quand une nouvelle observation est là et que je n'arrive pas à l'intégrer, j'essaie de modifier mon schéma de représentation de façon à intégrer ce nouvel élément pour que l'ensemble fasse de nouveaux sens. Donc faire du sens et essayer de déployer sur la réalité un maillage symbolique ou pas, c'est la même chose. Donc, et la réalité objective, c'est quoi? La réalité objective, ça n'existe pas. Les physiciens nous l'ont bien montré. Alors, autre point, revenons à notre phrase
qui nous avait servi d'introduction, un psychanalyste qui croit au complexe d'Oedipe comme il croit à l'existence de l'oxygène est à mes yeux aussi affligeant et inutile qu'un professeur, etc. Donc, croire au complexe d'Oedipe comme on croit à l'existence de l'oxygène, c'est absurde. Eh bien, moi je trouve qu'à la lecture enfin plutôt après avoir discuté comme ça pendant cette heure sur ce qu'était l'oxygène, sur ce que c'était que sur le statut de la nature atomique de la réalité matérielle, ben on se rend compte que c'est pas forcément très différent de ce que c'est que le complexe d'Oedipe. Pourquoi on dit que l'oxygène est comme il est? Pourquoi on dit que l'oxygène est composé que la molécule, d'abord que dans l'air il y a un élément qui est lui indécomposable, que l'on appelle oxygène et qui est composé de 2 atomes d'oxygène. Pourquoi on dit ça? Eh bien d'abord il y a Lavoisier qui a fait son expérience avec l'oxyde de mercure et qui lui est arrivé à l'air vital. Il n'est pas arrivé à l'oxygène. Et air vital, c'est pas très très loin du complexe d'Oedipe. Et pourquoi effectivement après on a l'impression que l'oxygène a un statut de réalité supérieur au complexe d'Oedipe? D'abord c'est parce qu'on a inventé le mot oxygène. On ne s'est pas limité à l'air vital. On a fabriqué un nouveau construit symbolique. Et puis parce qu'en plus, il y a eu un ensemble d'expériences qui ont conduit à faire que le statut de réalité, c'est-à-dire à faire que le construit, le mot oxygène, il a bien sa place dans le réseau sémantique qui nous permet de nous représenter la réalité. Eh bien, pour un psychanalyste, et même j'ai envie de dire, même pour un non-psychanalyste, pour un clinicien qui fait de la psychiatrie, le complexe d'Oedipe, ça a le même statut. C'est écrit dans des bouquins, mais quand vous êtes confronté régulièrement avec des patients, d'ailleurs même avec vos enfants, le complexe d'Oedipe, c'est pas que avec la pathologie, c'est aussi avec l'expérience quotidienne de la psychologie. Si vous voulez essayer de comprendre la nature complexe des relations qu'il y a entre des enfants et des parents, ben, le complexe d'Oedipe, c'est une façon simple de se représenter cette réalité. Et d'ailleurs, le complexe d'Oedipe, c'est pas aussi simpliste que ce que beaucoup pensent. Ça n'est pas la petite fille amoureuse de son papa ou le petit garçon amoureux de sa maman. Le complexe d'Oedipe, c'est la petite fille amoureuse de son papa, mais elle est bien sûr amoureuse de sa maman, et la maman est amoureuse de la petite fille, et le papa est amoureux de la petite fille, et le papa, en se voyant amoureux de sa petite fille, voit son propre père qui était amoureux de lui, et se revoit lui qui était amoureux de sa maman et de son papa. Il y a une espèce de jeu de miroir dans la nature du complexe d'Oedipe, qui est d'ailleurs, quand on dit que c'est un complexe, c'est vraiment le sens de ce mot. Ça n'est pas quelque chose d'élémentaire, de complètement circonscrit à quelque chose de simple et d'élémentaire. Donc oui, on a inventé, alors bien sûr on a utilisé le mot complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que ça renvoie à un mythe, un peu comme l'air vital, ça renvoie à l'air et à la vitalité de la flamme de la bougie qui brûle dans la cloche. Et d'ailleurs, on peut imaginer que la tentative lacanienne de trouver des éléments symboliques comme l'objet petit a, le grand autre, pour pouvoir décrire des construits psychanalytiques, relève du même effort que les physiciens ont fait pour utiliser de nouveaux mots comme l'oxygène pour décrire l'air vital. Alors en conclusion, le réel, ça fait peur. C'est-à-dire que le réel, c'est source de danger. Et en permanence, nous essayons de construire des représentation économique de cette réalité, c'est-à-dire de toutes ces observations qui nous submergent en permanence. En permanence, on a des perceptions, et ces perceptions, on les intègre dans un tout cohérent, et les physiciens le font très bien avec un système symbolique qui a une puissance redoutable. Mais ça n'est pas pour ça qu'il faut dire que les représentations que la science, en particulier la physique, nous fournit, que ces représentations sont la réalité, ou du moins c'est un postulat, à ce moment-là, un postulat qui est fait par certains. Et on voit qu'aujourd'hui, les physiciens contemporains considèrent que la notion de réalité relève plus de la métaphysique que de la physique proprement dite. Puisqu'en plus, si la réalité existe, elle n'est pas indépendante à l'observateur. Alors, dans le monde de la pensée, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, comme ultime conclusion ? Un, c'est que le rapport au réel,
dans le monde de la pensée n'est sûrement pas plus compliqué que le rapport au réel dans le monde de la physique. Vous avez vu comme ce qu'est la réalité en physique, comment on peut la décrire, le niveau de sophistication, d'abstraction et de complexité, il est bien comparable à ce que l'on observe même avec des considérations les plus compliquées en psychopathologie, et que la tentative de dire dans le monde du subjectif que nos représentations correspondent à la réalité, cette tentation défensive est encore plus et peut-être encore plus tentante que dans le monde de la physique. Et je vous remercie pour votre attention. Nous allons terminer là-dessus. À bientôt.